Malheureusement, c'est notre dernière émission, mais nous allons tout de même profiter de celle-ci pour rencontrer de nouveaux auteurs et découvrir quelques très bons livres. Je me trouve en compagnie d'Éric Senabre. Votre tout nouveau roman, Le dernier Scriven, vient d'être édité. Pouvez-vous nous en raconter l'histoire ? Ça met en scène un détective privé d'origine indienne qui a une technique très particulière pour résoudre les enquêtes, à savoir qu'il a besoin de rêver. Il récolte un certain nombre d'indices et quand il sent que le moment est venu, il fait un rêve et ce rêve lui fournit la clé de l'énigme. Donc il va se retrouver là confronté à un industriel véreux au début du XXe siècle en Angleterre qui va essayer de faire tomber. Comment vous êtes-vous aidé d'un inspecteur qui résout des enquêtes grâce aux rêves ? Le rêve m'a toujours fasciné et je pense qu'on peut y trouver des réponses à des choses du quotidien. Peut-être pas toutes les réponses, mais en tous les cas, sinon les réponses, au moins on se pose les bonnes questions peut-être avec les rêves. En lisant ce roman, on peut se demander si vous avez voulu vous représenter à travers les personnages principaux, Christopher, le jeune journaliste, métier que vous avez pratiqué. Métier que j'ai pratiqué, non, c'est pas moi. En revanche, il se peut qu'il y ait certaines phrases qui fassent écho à ce que j'ai pu vivre moi en tant que journaliste dans le passé. Et je me suis pas pris pour modèle pour Christopher et de manière générale, pas tellement prendre des gens que je connais, que ce soit moi ou d'autres personnes pour personnage. Enfin, en tout cas, pas des gens que je connais personnellement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de constituer un duo d'enquêteurs ? Bon, alors le duo d'enquêteurs, c'est vrai que ça remonte à Sherlock Holmes. C'était un petit deuil, même si au fond, c'est pas tellement à Sherlock Holmes que ressemble le plus mon roman, plus à des choses qui ont été écrites après, plus loin dans le XXe siècle. Bien l'idée de la narration à la première personne. Et il était compliqué que ce soit le détective lui-même. Donc j'avais besoin finalement d'un intermédiaire pour raconter l'histoire. En quoi le contexte de l'Angleterre du XIXe siècle semblait intéressant pour ce roman policier ? Alors c'est pas tout à fait... c'est le début du XXe, pas le XIXe siècle. Bon, on n'en est pas loin, hein, mais c'est vrai qu'on a coutume de dire que le XXe siècle a commencé avec avec la Première Guerre mondiale et qu'avant, finalement, les premières années du XXe siècle, c'était encore la fin du XIXe. Bon, c'est une époque que j'ai toujours adorée parce qu'il y avait à la fois du moderne et en même temps, on restait attaché à un âge un petit peu plus mystérieux, peut-être. C'était une époque de transition et c'est ça qui la rendait fascinante, cette époque, je crois. Y aura-t-il une suite de ce roman ? Alors, il est tout à fait possible qu'il y ait une suite. La question, pour moi, c'était de savoir s'il allait suffisamment marcher, trouver suffisamment de lecteurs pour faire cette suite. J'ai l'impression que ça démarre pas trop mal, donc qui sait ? Mais peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, il y aura peut-être une suite, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai choisi pour vous Le ciel et la limite de Anne Laoé. Cela leur fait toujours le même effet. Ils pensent que je parlerai avec eux, qu'ils perceront la coquille. Et puis, ils se vexent, s'énervent, renoncent, ne parlent plus. Comme moi. Cela m'est venu il y a 1 an et 8 mois. 605 jours de silence aujourd'hui. Et le temps passant, je ne vois plus de raison de me remettre à parler. Pour leur dire quoi au juste ? C'est de ma faute. Ils s'en foutent de la vérité. Alors se taire, c'est très bien. Bien sûr, c'est dur pour eux. Cela a même rendu papa complètement dingue au début. Un soir, il m'a giflé de toutes ses forces, puis il a pleuré en me suppliant de dire un mot. Pardon, pardon mon bonhomme. On a fait comme on a pu. Tu étais dans le coma Samuel. On a cru te perdre aussi. Mais je n'ai rien dit, par peur de tout faire exploser.
chez Belin, je me trouve en compagnie de Christophe Bourgès. Pouvez-vous nous parler de votre dernier album ? Oui. Bien, c'est une adaptation de Jacques et le haricot magique, le conte bien connu par tous les jeunes, je pense, aux quatre coins de la planète. C'est un livre que j'ai entièrement illustré et dont j'ai réécrit l'histoire, en ayant la volonté de revenir sur quelque chose d'un petit peu classique, de retrouver un petit peu les sources de l'histoire et de faire un peu la synthèse de toutes les différentes versions qui existent, en conservant malgré tout les aspects, moi, que je préférais. Voilà, donc j'ai exclu certains, parce qu'il y a deux versions. Il y a une version un peu qui traîne au fil de l'histoire, qui est un peu classique et où Jack, on a moralisé un peu l'histoire, parce que Jack, il va un peu voler l'ogre, il va un petit peu trahir une femme dans le château. Et il y a une autre version, on a voulu expliquer que c'était parce que il était, en fait, c'était l'ancien, c'était le château de son père, et en fait il vient récupérer son dû. Voilà, et c'était une version, on a voulu un peu édulcorer l'histoire, lui donner un sens un peu plus moral. Mais l'histoire qui surnage, et c'est celle que j'ai moi préféré prendre, c'est celle un petit peu plus âpre, où le personnage est un petit peu plus, on va dire, audacieux et un peu moins dans les règles. Voilà. Voilà. En adaptant une histoire si connue, que pensez-vous avoir apporté de plus grâce à vos dessins ? Alors, bonne question. C'était en fait, moi j'avais la volonté en fait, moi de faire un travail où au niveau du point de vue, on rentrait un peu dans la peau de Jack et on voyait ce qu'il voyait. J'avais envie d'une réelle immersion, comme quand j'étais moi enfant, que j'ouvrais un livre. J'aimais bien avoir un grand livre avec une belle image dans lequel je rentrais. Et donc j'ai voulu prendre un style assez classique, avec des images presque réalistes au niveau des personnages, et travailler sur les lumières, les couleurs, les contrastes. On change de lumière en tournant les pages. L'idée c'était, je voulais par exemple dans cette image qui est ici, je voulais par exemple que l'enfant ait un peu peur. Parce que je pense qu'un ogre, ce que je voulais apporter, c'est que je trouvais que à chaque fois que j'ouvrais un des livres, je trouvais que l'ogre, il était gros, il était un petit peu impressionnant, mais il était souvent rigolo. Et dans un livre pour enfants, si l'ogre est rigolo, ça fait pas le job, ça marche pas. Il faut que l'ogre il fasse peur. Et s'il fait peur, là on va trembler pour Jack et on va rentrer dans l'histoire. Voilà ce que j'ai voulu faire, essayer de me mettre à la place de l'enfant et de me dire tiens, qu'est-ce qui peut être bon pour sa perception de l'histoire. Quelle technique utilisez-vous pour vos dessins ? Ah, vaste question. Si je le trouve, voilà, il est là. Ce que je commence par faire, en fait, c'est des petits croquis. Alors ça, c'était mon premier œuvre, par exemple, pour la couverture. Et je fais plein de petits croquis, des recherches dans des cahiers comme ça. Et puis, je cherchais à savoir quelle tête il avait, Voilà, donc j'ai fait plein de petits croquis. Là, j'ai recherché son physique, Donc je commence par faire... l'intérêt d'un cahier, c'est que quand on est dans le métro, on peut continuer à dessiner. On n'est pas bloqué. Une fois que je suis content de mes dessins, je les scanne. C'est-à-dire, vous connaissez le scanner. Je les scanne, je les agrandis. Et numériquement, je les mets en couleur. Je pourrais les mettre en couleur de manière académique, avec du pinceau, tout ça, avec de la peinture. Mais parce que je connais bien les techniques numériques, j'ai souhaité, moi, utiliser ces outils nouveaux pour faire des images, parfois, comme ici, un peu classiques. Voilà. Donc là, en fait, ça, c'est une peinture numérique. Ce sont des dessins faits sur papier, scannés, et ensuite mis en couleur sur ordinateur, avec Photoshop. Je fais un peu de pub, mais sauf que c'est le logiciel que tout le monde utilise, donc voilà. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour illustrer ce texte ?
Dans la mesure où j'ai voulu faire des personnages assez réalistes, j'ai dû me couper d'un certain style un peu cartoon, un peu des choses comme ça. Et j'ai dû me confronter, chose que je fais, mais moins souvent au niveau des personnages. Au départ, moi, je suis décorateur de dessins animés. Voilà. Et donc, pardon, je regarde pas la caméra, je devrais. J'ai dû me remettre à travailler l'anatomie et le dessin de manière très académique. Voilà le souci majeur que j'ai eu. Ça a été essentiellement pour les personnages. Avez-vous de futurs projets pour 2016 ? Alors pour 2016 ou 2017, parce que 2016 est bien entamé et ça va être un peu délicat d'arriver à fournir. Mais oui, j'ai quelques projets. Je ne sais pas s'ils se réaliseront, mais j'ai écrit une histoire originale et j'espère pouvoir la mettre de la même manière en scène. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. C'est la fin de cette émission et la fin de nos reportages. Vous retrouvez bientôt pour de nouveaux numéros de Croque Lecture, mais sur notre